Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain, bienvenue sur la chaîne du panafricanisme de la communauté noire. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, un expert en égyptologie, Pierre Nilon. Comment tu vas, Pierre? Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, au thème, comme on dit. Au Je top. vais un peu fatigué, mais ça va. Très très bien. En haut à droite, on a le président d'Africa du Monde, Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très très bien. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça fait depuis un certain temps que je t'ai pas vu et je suis vraiment heureux de D'ailleurs, de te revoir sur le goûter panafricain parce que ça va être un grand apport. Parce que bon, déjà, je félicite Pierre pour tous ses travaux de recherche malgré les difficultés. Il a tenu le coup. Et donc, c'est l'un de nos grands égyptologues actuels. Ils sont toute une série, c'était un groupe, c'était tous ensemble. C'est un peu la série de Omotunde, Govi Gomez, Etile. Donc en tout cas, c'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec Pierre. Merci beaucoup à toi. Et notre invité mystère, c'est Hachen Soud. Comment tu vas, Hachen Soud? Je vais bien. Bon, comme l'a dit tout à l'heure Thibaut, d'abord bonsoir Thomas, merci Thibaut. Et puis un très grand merci à Pierre Nilon, donc qui a répondu donc à l'appel, puisque je l'ai un peu titillé. Je lui ai dit bon vas-y Pierre, viens. Est-ce que tu peux éventuellement contribuer sur un thème on a discuté, on a affiné. Et puis donc ce soir il est avec nous. Pierre, ça fait très longtemps que je le connais, dans les années 2000, effectivement, à l'époque où je faisais partie, donc, comme tu viens de le dire, Thibaut, donc de tous ces gens-là qui ont marqué le 20e, le 21e 21e siècle. siècle. 21e siècle. 20e, 21e. Et je pense que c'est pour ça que je voulais absolument faire le point avec Pierre. Et on s'est retrouvés, mais vraiment un très bel hasard. Et je remercie donc, on va dire, le hasard, en quelque sorte. Et si peut-être c'était pas du hasard, peut-être c'était le destin qu'il fallait que vous vous retrouviez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus, donc, je l'ai connu dans d'autres conditions. Et voilà, merci encore une fois. Très bien. Alors, le sujet du jour, avant qu'on le démarre, donc le sujet du jour, ça va concerner l'Égypte et surtout comment s'emparer de l'héritage des anciens Égyptiens pour construire l'avenir. Donc ça sera le sujet qu'on va traiter avec Pierre. Mais juste avant de démarrer le plat principal, on va commencer avec l'entrée. Et l'entrée en matière, c'est les actualités qui concernent l'Afrique ou les Caraïbes ou le panafricanisme. Est-ce que vous avez vu vous avez des actualités croustillantes à nous faire partager? Petit tour de table, peut-être Pierre si t'en as un, ou Thibaut, ou Hachem Soud, si vous voulez démarrer. C'est plutôt une actualité un peu triste. Un peu triste. Qui m'a choqué, oui, c'est la mort d'une jeune étudiante nigériane qui s'appelle Deborah Samuel. Ok. Parce qu'elle a osé parler du Coran et dire des choses que certaines personnes n'étaient pas prêtes à recevoir ou à accepter. Et donc, elle a été tuée et ensuite brûlée. Au Nigeria. Oui, au Nigeria, par des étudiants, ses camarades d'école. Donc, je trouve ça vraiment triste. À notre époque, on ne puisse pas exprimer une idée contraire Bien à sûr. notre idée. Ah ouais, en plus surtout on en a très peu entendu parler de de ce crime et ouais, c'est vraiment horrible. Merci de nous avoir fait partager ça. Thibaut, si tu as quelque chose à nous faire partager. Oui, l'actualité, en tout cas, l'actualité, elle est remplie, elle est vraiment remplie, ça tourne, ça va très très vite. Donc il y a deux éléments très importants. On a déjà eu aux États-Unis, à Bien sûr. Buffalo, encore une fois, euh, des Africains, donc des Noirs de l'Amérique allaient faire leurs courses tranquillement dans un supermarché. Mm. Et un jeune qui se dit blanc a trouvé bien de jouer avec la vie des autres en tirant sur tout le monde, en tirant sur tout le monde et en faisant beaucoup de morts, beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Il y en a 10 au total. Et, ouais. Oui, donc 10 au total. Donc c'est un peu pour rappeler aussi à nos éditeurs que pendant longtemps, en Amérique, c'était un jeu de sortir son fusil et de tirer sur le noir. C'était vraiment un jeu.
Et puis ce même jeu aussi avait aussi cours en Argentine ou au Brésil. Il fallait tirer sur les Noirs qui sont de passage. Il n'y avait pas de, on va dire, les personnes n'étaient pas condamnées, hein. Donc jusqu'aujourd'hui, ça continue. Donc je dis qu'il faut quand même qu'à ce niveau-là, les Africains se mettent en état de puissance, comme le dit notre cher frère et ami Omotunde, qu'à un moment, il faut se mettre en état de puissance. On ne peut pas tirer sur vous sans qu'il y ait non seulement une réaction des civils, des politiques, et une réaction même du procureur. Donc je trouve qu'à un moment, il faut qu'on arrête ça. C'est très important. Il faut qu'on arrête ça parce que, oui. Ouais, alors, c'est bien ce que tu dis parce que quand tu dis il y a des réactions, il y en a eu en fait des réactions, mais j'ai remarqué que les réactions, la plupart, ils essaient de, entre guillemets, excuser l'acte de ce jeune, en fait, en disant que, vu qu'il a 18 ans, il n'est pas forcément formé au niveau du cerveau. Enfin, j'ai vu au niveau des actualités américaines, et je ne sais pas pourquoi ils essaient de trouver des excuses pour son acte. Et je trouve ça dingue, quoi, alors que c'est inexcusable, en fait. Il n'y a aucune excuse à ça. C'est juste, c'est un fou. Non seulement c'est inexcusable, mais je pense que ceux qui sont morts vont pas revenir. Voilà. Et que il faut maintenant qu'en face il y ait une réaction à la même hauteur pour que les gens comprennent que ben oui, on peut avoir 17 ans tué et dans ces conditions on a une peine, qu'on est sanctionné et on ne peut pas s'amuser à ça. Surtout qu'ils ont un passif historique. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en Amérique pendant longtemps c'était un jeu. C'était même légal de brûler des Noirs, de les pendre. Donc, jusque dans les années 60, 50, on a eu ça. Donc, on ne peut pas, encore aujourd'hui, se permettre ce genre de choses. Donc, je pense que à chaque fois qu'il y a un comme ça, il faut que nous ayons une réciprocité en termes de réponse. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Deuxièmement, il y a une autre actualité au niveau du continent, c'est le Mali. C'est le Mali qui continue sa liberté, sa détermination, et puis donc serait-il du G5 Sahel, c'est-à-dire c'est un groupe qui a été formé pour entre guillemets combattre un peu les terroristes qui sont au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Et donc étant donné qu'il y a le Mali veut donc son indépendance, sa souveraineté, il appartenait maintenant au Mali de diriger ce G5 Sahel depuis le mois de février, ce qui n'a pas été fait au prétexte qu'il y a des problèmes politiques au Mali. Donc le Mali s'est retiré du G5 Sahel, donc c'est encore un pas de plus après ce que nous avait dit Adjetsou de la fois dernière sur la volonté du Mali de voir partir les bases militaires françaises en arrêtant toutes les conventions, les accords et tout ça, en les mettant à zéro et en partant sur notre pied. Donc voilà un peu les deux actualités que je tenais à dire qui sont vraiment très importantes pour les Noirs en général et puis pour les Africains du continent. Très bien, merci à toi. On termine avec Hachem Soud si tu as aussi des actualités à nous faire partager et ensuite on démarre avec le sujet. Alors comme beaucoup des nôtres, hein, on est complètement outrés. Donc c'est effectivement l'actualité concernant le massacre qui a été perpétré, comme tu l'as indiqué, par un jeune à Buffalo, donc un État donc, de New York. Ça m'a fait rappeler effectivement il y a quelques années un jeune, encore une fois, qui était rentré dans une église et qui s'était mis à prier, qui faisait corps avec l'Assemblée et d'un sang-froid incroyable a tout simplement tiré sur les fidèles qui étaient venus effectivement prier. Ça n'excuse rien, la jeunesse. Il a 18 ans, il n'est pas mineur, il a pas. S'il vivrait en France, il serait majeur déjà. C'est même pas la question de la maturité, sinon la loi effectivement aurait à se prononcer sur la responsabilité par rapport à cet acte-là, à savoir s'il avait pleinement, il possédait tout son esprit, toutes ses facultés mentales pour pouvoir perpétrer son acte. Comme l'a dit Thibault, c'est peut-être effectivement un État qui est construit sur la folie. C'est-à-dire que la question même de la folie, on ne doit pas la poser de manière individuelle, mais de la manière collective. Il faut savoir qu'il est légalement permis à tout Américain d'avoir des armes, un pistolet, des armes de guerre s'il le souhaite. Donc
Obama avait tenté éventuellement de réglementer donc ce secteur-là, il n'a pas réussi. Trump, au contraire, ajoutait un peu d'huile sur le feu. On voit où ça mène. C'est un État qui est fondé sur la folie. Déjà, la constitution donc, des États-Unis est fondée sur un crime. Hein, c'est un crime manifeste. Donc, moi, je ne suis pas tellement étonnée. Qu'est-ce que tu veux dire par là, c'est un crime manifeste, c'est-à-dire? Ils ont complètement massacré les Indiens. Ouais. C'est un crime. Ils ne sont jamais reconnus en tant que propriétaires de leurs terres comme il se doit. Hein, ils les ont parqués comme des animaux. Ensuite, ils ont déporté donc des gens du continent pour pouvoir travailler pour eux. Et on voit où ça mène. Hein, ils n'ont effectivement aucune volonté aujourd'hui de pouvoir, même s'ils se disent chrétiens, de pouvoir redéfinir leur fondation, qui me semble est pas très saine. Hein, voilà. Donc il y a ça. Et puis la deuxième, c'est sur le Tchad. Il faut savoir qu'actuellement les Tchadiens sont vent debout contre la présence française donc sur leur territoire et qu'ils ont détruit donc un certain nombre de symboles donc de la France, notamment un emblème qui permettait effectivement de commémorer donc la présence dans les années 40 donc des Français. Et ça, c'est très fort, hein, parce que le Tchad, c'est pas n'importe quoi, c'est un précaré donc de la France, hein, la France-Afrique. Donc, on va de l'avant, l'Afrique va de l'avant, et c'est tant mieux. Merci à vous d'avoir partagé ces actualités. En plus des actualités un peu tristes, hein. On n'a pas vraiment démarré dans les notes très joyeuses, mais c'est la vie, c'est l'histoire qui veut ça. Et c'est vrai qu'au niveau des États-Unis, comme a dit Thibaut, ils ont un sacré passif. Et il serait peut-être temps un jour qu'ils payent ce passif parce que l'addition commence à être vraiment très très lourde. On passe maintenant au... Je voulais juste compléter, ouais. Thomas. Vas-y. Je voulais juste compléter par rapport au génocide, Dieu soit parlé des Indiens. En fait, il s'agit vraiment des Noirs hein, qui ont été génocidés en Amérique, en fait. Parce que il va falloir bien retravailler cette histoire d'Indiens, hein, parce que la population qui était là-bas, elle était noire. Hein. Les Noirs ne vont pas en Amérique juste après le XVIIe siècle, ils étaient déjà là-bas. Donc ça fait plusieurs génocides. Hein. Ceux qui étaient là-bas, plus ceux qui sont arrivés. Ok. Plus aujourd'hui. En tout cas, ils ont additionné la note. Et la note, elle est vraiment très très salée. Mais comme tu dis, je pense qu'un jour que peut-être la loi du talion, tu vois, c'est œil pour œil. Peut-être un jour ça pourra faire, comme tu dis, si on a une réaction à la même hauteur de ce qui s'est passé, peut-être que ça les fera réfléchir et ils arrêteront de prendre la confiance, on va dire, avec les Noirs. Bon, passons maintenant au sujet du jour qui concerne notre invité Pierre Nilon. On va rentrer dans l'égyptologie. Et je vais laisser mes intervenants, donc Hachem Sout et Thibaut, intervenir, discuter avec notre invité. Donc le sujet du jour, le plat du jour, c'est comment s'emparer de l'héritage des anciens Égyptiens pour construire l'avenir. Parce que c'est vrai que il fut un temps, on parlait beaucoup d'Égypte, kémitisme, et j'ai l'impression peut-être que ça se perd un petit peu. Et on va voir ça avec notre invité. Donc comment on peut s'emparer de cet héritage qui paraît maintenant très ancien de l'Égypte et construire pour l'avenir. Déjà, est-ce que tu peux arriver Pierre, à répondre à cette question? Qu'est-ce que tu en penses? Et ensuite, on va laisser les autres intervenants. Oui, c'est une très bonne question. Mais avant d'aborder le sujet, je dois vous présenter un ouvrage que vous pouvez voir ici. Euclide l'Africain. Euclide l'Africain, qui est sorti en 2004 aux éditions Ménébuc. Donc, ça a été écrit par Christian Velpri, qui est professeur de mathématiques. Et bien avant, là c'est en 2004 que le livre est sorti. J'avais sorti en 2001, c'est-à-dire 3 ans auparavant, Moïse l'Africain, toujours aux éditions Ménébuc. Ouais. Et donc, il y a eu le salon du livre en 2003, précisément en 2005 plutôt, en mars 2005. Et donc, c'était à la porte de Versailles. J'ai eu l'occasion de rencontrer Christian Velpri. J'ai le livre qui est dédicacé au 20-3-2005. Donc, c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Et moi, j'avais mon ouvrage qui s'intitulait Moïse l'Africain, où je démontrais que Moïse, en fin de compte, c'est un Africain. Et lui, il avait son ouvrage qui démontrait que Euclide, le grand mathématicien, était également africain. Et donc, on est venu à discuter tous les deux lors de ce salon.
Et il m'a sorti une phrase qui m'a quand même interpellé. Donc, moi, je m'intéressais à la religion et lui, aux mathématiques. Donc, la religion fait partie de ce qu'on appelle les sciences humaines. Donc, on peut interpréter comme bon nous semble. Les mathématiques fait partie de ce qu'on appelle les sciences exactes. Donc là, il n'y a pas d'échappatoire. 2 et 2 font 4. D'accord? Peu importe votre religion, c'est les sciences exactes. Et donc, il m'avait dédicacé, et cette dédicace que je vais lire, à Pierre Nilon, en l'incitant à s'intéresser plus aux mathématiques plus qu'à la religion, amicalement. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette dédicace, et surtout à une phrase que Christian m'avait dit ce jour-là, m'avait dit, vous les Noirs, vous êtes descendants biologiques des anciens Égyptiens. Rien à dire là-dessus. Il y a les tests ADN, etc. Mais par contre, nous les Blancs, nous en sommes les héritiers. Et donc, la question était de savoir, est-ce qu'il est préférable d'être descendant de quelqu'un et ne pas être son héritier, ou ne pas être descendant et être son héritier? C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre père, vous êtes son descendant, mais c'est quelqu'un d'autre qui est son héritier, qui bénéficie de son héritage. Donc, la question, c'est à quoi ça vous sert d'être descendant de cette personne, puisque vous n'en bénéficiez pas. Et donc, pendant longtemps, nous, on a passé notre temps à dire, les Égyptiens étaient noirs, les Égyptiens étaient noirs, comme si c'était ça le combat. Le combat, c'est pas ça du tout. Le combat, c'est justement de s'approprier de l'héritage égyptien, de l'actualiser. Et c'est ça l'enjeu du live de ce soir. Et moi, je dis, pour s'accaparer de l'héritage des anciens Égyptiens, tout commence par les textes en hiéroglyphes. C'est-à-dire, avant Champollion, les Européens n'avaient pas accès au savoir égyptien. C'est une fois que Champollion a déchiffré plus ou moins les hiéroglyphes, parce que bon, lui, c'est l'aboutissement d'un long processus. Avant lui, il y a eu des déchiffreurs, des gens qui se sont lancés sous le déchiffrage de l'écriture. Il y a eu Athanas Pichner, il y a eu l'anglais Thomas Young, si j'ai bonne mémoire. Et Champollion, lui, il arrive en bout de course. C'est-à-dire, il est héritier de tout ce qui s'est fait dans le milieu européen avant. Après, il y a eu Gardiner, dont on utilise le classement pour les hiéroglyphes, les méditerranéens. Eh bien, nous, dans la communauté, on a considéré que le travail était fait. Alors que l'égyptien ancien, c'est une langue africaine, ça a été prouvé déjà par Cheikh Anta Diop, par des gens comme Théophile Obenga, qui a démontré que le kamito-sémitique n'existe pas, que l'égyptien, c'est une langue africaine. Il a fait un livre qui s'appelle Origine commune de l'égyptien, des langues négro-africaines et du com. Donc maintenant, on a un postulat de départ. Il nous appartient de faire des recherches et de travailler sur les hiéroglyphes, ce qu'on appelle les médounétaires, pour essayer de redéfinir les valeurs, puisque les Européens n'ont pas trouvé les valeurs de toutes les lettres de l'alphabet égyptien. Certaines lettres, donc les valeurs sont problématiques. C'est-à-dire, si vous prenez que ce soit Champollion ou Gardiner ou d'autres, et vous pouvez avoir un tableau et voir de différentes façons qu'ils traduisaient la valeur alphabétique de tel ou tel hiéroglyphe. Et donc, il nous appartient à nous, descendants de ces Égyptiens, de ne pas être simplement se contenter d'être descendants biologiques, mais d'être les héritiers des anciens Égyptiens. C'est-à-dire à faire de la recherche, à essayer d'apporter notre contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. Il ne faut pas qu'on soit là toujours à tendre la main, à attendre que les autres apportent. On doit apporter notre contribution puisque nous sommes censés être égyptologues. Donc nous sommes censés étudier des textes en hiéroglyphes. Nous sommes censés aussi de remettre en question preuve à l'appui quand il le faut. Et donc, pour moi, c'est dans ce sens, une fois qu'on a restitué l'alphabet égyptien, on peut restituer les textes, aussi bien les textes religieux, les textes mathématiques, philosophiques, etc. Et donc, c'est ça l'enjeu du débat pour le 3e millénaire. C'est-à-dire s'approprier de notre culture. Bon, je dois dire quelque chose sur le calendrier, par exemple. J'ai restitué le calendrier nilotique, qui est un calendrier qui remonte à Nabta Playa, voire même avant, mais qui est attesté déjà depuis l'époque de Djoser et dans la tombe de Sénémout. Donc, c'est pas quelque chose qu'on invente, on n'a rien à inventer. Nos ancêtres, ils avaient une civilisation qui nous ont laissé clé en main. Maintenant, la question, c'est de se pencher sur cet héritage et de s'en approprier. Voilà. Ce
que je peux dire pour l'instant. Et Alors, Très, très bien. pour l'instant, on peut Hachenso, tu veux dire quelque chose? Ouais, tu veux rebondir? alors, moi, je voudrais juste une question toute petite, mais qui a pour moi un intérêt. Il est souvent rappelé l'intérêt, donc justement, hein, des Européens à connaître et à construire un récit des origines, hein, et à partir d'une méthode chronologique. Hein, ce qui aurait pour point de départ, hein, comme on le sait, la civilisation européenne, hein, fondée sur les antiquités gréco-romaines. Ça me semble exclure de facto par cette méthode-là, hein, le continent africain dans l'édification donc de la civilisation humaine. Ça, on ne peut pas en faire l'économie de dire qu'il y a quand même un enjeu autour de cet héritage-là, que les Européens sont bien implantés pour pouvoir le revendiquer. Ils ont, on va dire, une bonne longueur d'avance. Hein. Cheikh Anta Diop est arrivé au bon moment, on va dire, mais les égyptologues européens étaient déjà dans la place. Et il est assez difficile donc de déboulonner un certain nombre d'a priori. Et ce qui est intéressant, c'est que Cheikh Anta Diop va développer une méthode, il va fonder en quelque sorte la linguistique historique comparative, hein, et notamment il introduit la dimension diachronique. Hein, ce qui est intéressant donc dans cette méthode-là, c'est qu'elle permet effectivement de voir l'évolution donc au niveau des langues dans le temps, c'est-à-dire que on voit vraiment à partir donc des dialectes à quel point effectivement il y a quelque chose qui persiste. Et ce qui persiste dans ça, et c'est ça c'est là l'intérêt donc de la méthode qu'a mis en avant en exergue Cheikh Anta Diop, c'est que ça replace les langues négro-africaines qui sont parlées sur le continent et qui sont encore donc vecteurs de communication encore aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Hein, voilà, entre guillemets, à l'heure où je vous parle, c'est encore d'actualité. Donc cette méthode-là permet de voir un lien de parenté entre les langues, le copte, etc., donc, qui étaient en usage durant l'Antiquité égyptienne et certaines langues africaines aujourd'hui. Alors, ma question que je voudrais juste te poser, Pierre, c'est cette méthode diachronique. Hein, est-ce qu'elle permet de révéler des incohérences portées par ce récit des origines, hein, qu'ont édifié les Européens? Le récit, tu veux parler des récits des Européens ou oui, des Européens, hein, c'est-à-dire que à partir on connaît bien la conférence du Caire, hein, où à ce moment-là, donc avec Obanga, Cheikh Anta Diop a quasiment lancé une grande bombe atomique. Donc ça serait intéressant de savoir, est-ce que pour toi, ce récit des origines en a pris un sacré coup, et que la difficulté aujourd'hui, c'est que parfois il y a des résurgences, donc une volonté de pouvoir la maintenir, et que, comme tu l'as dit, hein, on ne peut pas tout le temps se glorifier d'être des descendants donc des grands Égyptiens, mais tout de même, la culture classique de cette époque-là, de l'Égypte antique, mérite justement qu'on puisse construire un récit. Le problème de récit des origines, c'est un peu ça qui me gêne un petit peu, parce qu'il faut savoir que dans l'Antiquité, chaque peuple se targuait d'être le peuple le plus ancien. Donc chaque peuple avait son récit des origines. Et à ce propos, il y a eu une expérience pseudo-scientifique qu'on place à l'époque psamétique, qui voulait savoir entre les Égyptiens et les Phrygiens, c'est qui le peuple le plus ancien. Et donc l'expérience consistait à enfermer 2 bébés dans une pièce et de ne pas parler, et de voir le premier qui allait prononcer une parole. Et ce fut le bébé phrygien qui aurait prononcé le mot béko. Et on s'est renseigné, ce mot-là signifiait apparemment manger dans la langue européenne. Peut-être que ça vient du mot boka,
Toka, qui signifie la bouche, quoi. Donc on a dit que c'est à ce moment-là, les Égyptiens auraient concédé que les Phrygiens étaient plus anciens qu'eux. Mais il y a des récits, par exemple chez Hérodote, où on dit de l'Antiquité, beaucoup de peuples se prévalaient d'avoir une origine plus ancienne. Et après, il y a eu, par exemple, récits bibliques où on a déterminé que l'humanité aurait pris naissance en Mésopotamie. Et donc, une fois que l'empereur Constantin va adopter le christianisme et avec l'expansion de l'Empire romain, les nations vont se convertir au christianisme. Donc, le récit biblique deviendra le récit fondateur pour l'humanité. Et donc, ça va être ça le récit des origines. Mais ça, c'est pas valable pour le peuple africain. C'est pour ça la notion de récit des origines. Les anciens Égyptiens, ils ont leur propre récit des origines, et qui est différent de ce récit biblique. Ensuite, chez les Grecs, on va parler plus tard de l'île de l'Atlantide. Donc, on va inventer le mythe de l'Atlantide, qui aurait une civilisation qui remonte à 9000 ans avant l'époque de Solon. Et en une nuit, cette civilisation, qui couvrait aussi bien l'Asie, l'Europe, etc., que l'Afrique, la Libye, aurait disparu. Donc pendant longtemps et jusqu'à maintenant, on est sous le mythe des Atlantides, de l'île de l'Atlantide. Et quand Cheikh Anta Diop s'est penché sur ce récit, en prenant justement les récits qu'on pourrait appeler la diachronie et tout, il a déterminé qu'en fin de compte, il faut diviser par un facteur de 10. Et donc les 9000 ans, il fallait considérer que c'est 900 ans. Et par rapport à l'époque de Solon, on remontait 900 ans en arrière, on arrivait à ce qu'on appelle l'éruption volcanique de l'île de Santorin. Donc, par cette méthode, il a démontré que le récit des origines des peuples européens n'est pas plus ancien que la civilisation égyptienne. Ok, Thibaut, tu voulais tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose, hein? Oui, je voulais avant qu'on ne rentre vraiment dans le but du sujet Ouais. et échanger un peu avec Pierre, je voulais revenir sur sa dédicace. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que la personne qui lui a dédicacé le livre lui a dit qu'il fallait que Pierre s'intéresse plus aux mathématiques qu'à la religion. Oui, Ça, c'est une dédicace, c'est sa pensée, c'est très bien. oui. C'est son choix, et puis c'est par rapport au lien qu'il a avec Pierre. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est-à-dire que quand il dit, par contre, qu'il est l'héritier des Égyptiens et que les Africains sont les descendants, moi je pense qu'il ne faut pas perdre de vue deux choses. La première, c'est que ça a été un massacre, ça a été un génocide, ça a été des objets qui ont été pris par la force, y compris les enseignants eux-mêmes ont été pris par la force, et il y en a plein qui sont morts. Donc on ne peut pas jouer avec. Deuxièmement, c'est que quand on fait les recherches, quand les premières personnes font des recherches sous des titres scientifiques, notamment les archéologues, ce qu'on oublie, c'est que moi je ne vois pas un archéologue français aller à chaque fois dans les cimetières, déterrer les rois français et les mettre devant tout le monde et dire qu'on a trouvé telle chose. Donc il faut déjà restituer l'honneur de nos grands anciens Égyptiens qui ont bâti le monde. Et puis il n'y a pas que eux, en fait. Ce qu'on oublie, quand il dit par exemple son héritier et que comme nous, on ne s'intéresse pas trop à ça, et ce qui nous intéresse, c'est la valeur symbolique. Non, ce n'est pas la valeur symbolique. Il se trouve qu'il y a des armées qui sont sur pied en Égypte. L'Égypte a été conquise avec les armes. Et encore aujourd'hui, il y a des armes en Égypte. Et il n'y a pas que l'Égypte. Il y a aussi les civilisations en Afrique du Sud, tout ça. C'est les grandes civilisations. Ils sont conquis par la force. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont conquis aussi par, comment on appelle ça, par le mot n'est pas exact, mais je l'utilise pour qu'on comprenne bien, par le remplacement. C'est-à-dire qu'on a pratiquement empoisonné tout le monde pour créer une nouvelle population en Afrique du Sud et dans certains pays africains. Donc ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier pour dire que, bon, vous vous intéressez au symbolique et nous, on fait de la recherche scientifique et donc on sortirait des matériaux que vos anciens ont laissés et que vous, ça ne vous intéresse pas. Ce qui n'est pas exact quand il dit ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Égypte, tout le monde n'a pas disparu. Et quand on parle des Champollions et tout ça, oui, certes, mais les gens n'ont pas disparu. Encore aujourd'hui, vous avez des Noirs en Égypte, 30% de la population. Et dans ces Noirs-là, il y a des gens qui connaissent encore la langue, qui savent l'écrire.
Et il y a le Soudan qui est juste à côté, c'est la même population, c'est la même civilisation. Il y a l'Égypte, c'est la même chose. En Égypte, en Éthiopie, par contre, on a des universités qui continuent encore aujourd'hui. Donc, on a des gens qui sont là, qui font le travail. Donc, on ne peut pas nier le travail que font des personnes en se battant, parce qu'il s'agit vraiment de la guerre, là. En fait, c'est pas, on ne fait pas ça parce qu'on ne veut pas le faire ou parce qu'on s'intéresserait à autre chose et pas nos anciens. C'est que les gens sont en guerre et c'est des guerres frontales. Et tout a été pris de force jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez toutes les grandes œuvres qui sont aux États-Unis, à Londres, un peu partout, éparpillées, sauf là où ça devait être, sauf en Afrique. Donc, est-ce qu'on peut dire que les Africains ne s'intéressent pas à leur héritage? Non, je pense que sur ce coup-là, il n'a pas bien joué. Non, je pense qu'il voulait dire par là, c'est que nous, on se focalise trop sur le fait d'être descendants biologiques, c'est-à-dire d'être noirs comme les anciens Égyptiens, que les Blancs ne sont pas. Mais par contre, eux, ils se sont appropriés de cette culture. C'est-à-dire, eux, ils sont en train de Approprié, mais comme dit Thibaut, ils ont plus volé, plus la culture. Oui, mais peu importe. C'est qu'eux, ils se sont appropriés, ils ont volé, si vous voulez, cette culture. Et ils l'ont, en gros, c'est vivant chez eux. Ça peut être à travers des loges initiatiques comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, des choses comme ça. Et après, ils reviennent avec cet héritage. Ça peut être aussi à travers beaucoup de choses. Par exemple, à travers le calendrier julien, le calendrier grégorien, tout ça, ça vient de la vallée du Nil. D'accord? Oui, mais Pierre, je te coupe juste. Je te coupe juste un instant. Tu sais, tu as l'Éthiopie qui est juste à côté. Je ne sais pas si tu as fait un tour en Éthiopie. L'Éthiopie est juste à côté. Oui, en Éthiopie, la chance qu'on a, c'est le seul État qui n'a pas connu ni l'esclavage, ni tout ça. Donc, on a encore des archives qui sont là, des livres qui font des kilomètres. On a des enseignants qui sont encore là. Donc, on a des gens qui sont là, qui travaillent. Ça, les gens travaillent, les gens n'ont pas disparu. Mais sauf qu'il ne faut pas qu'on nie cette histoire de guerre où les gens sont venus avec la rapine et il faut en sorte que les gens se détournent de leurs biens. C'est pas parce que les gens ne veulent pas poursuivre, faire de la recherche. Ils sont empêchés de faire de la recherche. Mais Pierre, moi je prends ton cas. Tu es un grand savant. Tu es un grand savant. Comment se fait-il que, ici, dans les universités, tu n'es pas souvent invité? C'est parce qu'il y a une guerre, on ne peut pas le nier, ça. C'est une guerre qui est réelle. Donc, tous les moyens qu'on pouvait mettre à ta disposition pour aller très vite, ces moyens, tu les as pas. Tu es obligé de te battre pour le faire. Mais ça, il y en a plein qui ont fait ça. Il y en a qui sont partis. Ils ont dit, bon, non, on quitte ça, on va ailleurs. Il y en a plein qui sont partis parce qu'ils n'arrêtaient pas de se battre. Et même leurs propres compatriotes ne comprennent pas leur démarche. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ces histoires des anciens Égyptiens? Nous, on a besoin d'autre chose. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils sont maintenant pressés au jour le jour. Ils doivent vivre. Donc, quand tu viens parler de l'Égypte ancienne, de toutes ces recherches, les gens te rigolent au nez. Alors que dans les centres de recherche, dans les centres de CNRS et les grandes recherches, ils font quoi? Ils passent tout leur temps à déchiffrer ce que les Égyptiens ont fait, ce que les Maliens ont fait. Ils passent tout leur temps et quand ils arrivent à trouver ils mettent ça à la télévision. Oui. Encore aujourd'hui, en quatrième, les enfants apprennent encore cette fausseté de la théorie de Pythagore. Est-ce qu'on va dire par là que c'est parce que les Africains ne veulent pas s'approprier de ça? Non, il y a la guerre. Le jour où on est en fonction, on va dire, mais votre histoire de Pythagore, là, maintenant, c'est pas tellement intéressant. Nous, on sait que c'est Yamesu qui a fait cette histoire. Nous, on l'enseigne dans nos écoles, dans nos universités. On le met au programme. On a des livres qui le portent. Donc, c'est une guerre, les frères. C'est pas un jeu, c'est pas du snobisme. C'est pas parce que les Africains ne veulent pas hériter, non. Ils héritent. Et puis, il y a encore des gens, n'oublions pas. Il y a la chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que tout le monde n'a pas disparu en Égypte. Les Noirs sont encore là-bas. Je donne juste un exemple. TF1 avait fait un reportage sur l'Égypte et ils ont montré une population qui domptait les caïmans en Égypte. Bon, moi, j'ai regardé, les enfants m'ont appelé, papa, viens, on montre l'Égypte. Mais regardez les populations qui domptaient les caïmans en Égypte. C'est que des Noirs. Les gens n'ont pas disparu et ils parlent encore leur langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore de la recherche de l'autre côté et les gens continuent encore à vivre. Et les gens continuent encore à travailler. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue que ce travail, c'est un travail de guerre. Vous avez deux États qui sont là, qui prennent, qui partent. Et de l'autre côté, les gens doivent s'armer. S'ils sont armés,
je pense qu'ils pourront faire un travail sur lui. Non, là, Voilà ce que je voulais dire. Je suis entièrement d'accord avec toi, puisque je vais prendre l'exposition Toutankhamon qu'il y avait au Grand Hall de la Villette. Je me suis rendu à cette exposition, donc j'étais avec ma femme à faire l'exposition. Et donc, je lui expliquais tout ce qui était marqué en hiéroglyphe en donnant l'explication. Et il y avait des Européens, des Blancs, qui étaient là avec leur guide. Et petit à petit, ils ont commencé à quitter leur guide pour venir voir les informations que je donnais à ma femme. Donc, il s'est formé un petit groupe autour de moi. Et les gens m'ont demandé si vous enseignez, parce que je leur montrais des choses qu'ils n'avaient pas vues. Par exemple, les boomerangs qui étaient là, en leur expliquant que voilà, les boomerangs qu'on nous présente, qu'on a retrouvés dans la tombe de Toutankhamon, c'est-à-dire on est en 1350 avant l'ère chrétienne, et on a l'habitude de dire que c'est une arme de jet originaire d'Australie. Donc, si cette arme est originaire d'Australie, et que ça se trouve dans la tombe de Toutankhamon, ça pose un problème sérieux. Ça veut dire que soit, en fin de compte, les Égyptiens, à l'époque de Toutankhamon, ont été en Égypte, en Australie, ou soit les Australiens sont arrivés en Égypte. Donc ça montre qu'il y a une relation entre l'Australie et l'Égypte. Et c'est à ce moment-là que je leur ai parlé des hiéroglyphes de Gosford en Australie qui remontent à l'époque de Sénoufou. C'est-à-dire on est vers 2500, c'est-à-dire pratiquement 1000 ans avant, on a des traces d'un navire égyptien qui a échoué, qui s'est retrouvé en Australie. Et donc, c'est fort possible que ce soit à cette époque, parce que les Égyptiens connaissaient cette terme, que ce soit à cette époque que les Égyptiens ont introduit le boomerang en Australie. Donc, je sais qu'il y a une guerre idéologique qui est livrée depuis des années. Chez Cantadur pour en parler. Donc, maintenant, c'est à nous aussi, si on a des États qui mettent les moyens à disposition des chercheurs, comme les chercheurs qu'on a cités au début, que ce soit Jean-Charles Gomez, Omotunde, le professeur Itilé, que ce soit moi, le travail, il peut être vite fait. Je vois par exemple au CNRS dont tu as parlé, il y a Claude Rilly. Lui, on lui met tous les moyens pour qu'il déchiffre l'écriture méroïtique. Mais moi, je travaille un petit peu, je ne peux pas travailler sur l'écriture méroïtique. J'ai l'habitude de dire la recherche, c'est comme une équipe de foot. Il y a des gens qui sont attaquants, des défenseurs, d'autres qui jouent à droite, à gauche, etc. Donc, il y a plusieurs postes. Donc, si maintenant on a des États qui financent la recherche, on peut mettre quelqu'un à travailler sur l'écriture méroïtique, sachant, comme tu l'as dit, que les populations n'ont pas disparu. Donc, à travers les mots que Claude Rilly, par exemple, a donné de son déchiffrement de l'écriture méroïtique, j'ai déjà ma petite idée sur la langue de Méroé. Mais je n'ai pas les moyens de poursuivre la recherche parce que je ne peux pas travailler en même temps sur les dunétaires et sur l'écriture méroïtique. Donc, il faut vraiment une équipe. Alors, moi, j'aurais effectivement à revenir un peu sur ce récit. C'est vrai que il y a vraiment, comme un peu a dit Thibaut, il y a vraiment un travail de sape à tous les niveaux, au niveau des médias, au niveau de l'industrie du cinéma, des auteurs, de romanciers, de chercheurs, de vulgarisateurs, etc., de mythifier le plus grand nombre. C'est-à-dire que il y a quelque chose, si tout à l'heure j'ai parlé donc du récit, il y a des égyptologues qui renient la parenté linguistique effectivement négro-africaine, donc des langues égyptiennes. Donc il y a un auteur, il me semble, qui s'appelle Lapsius, quelque chose comme ça, qui lui classifie en 4 groupes les langues africaines. Donc il simplifie donc les choses. Donc l'intérêt des Européens à vouloir rattacher l'Égypte à ce récit des origines, de façon plus ou moins tacite, détournée. Ils ont même qualifié lorsque on leur disant regardez, Cam, ça voulait dire Kikem, ça voulait dire bois, c'était le charbon. Ils disaient non parce qu'il existait effectivement des noirs, des blancs noirs. Bon, moi je veux bien. Il y a quand même à un moment donné, on peut s'arracher les cheveux, mais il faut pas aller trop loin. Bon, donc il y a une manière un peu tacite, non explicite, qui, au travers de ces présupposés gréco-romains,
d'introduire effectivement l'Égypte, hein, par exemple par le personnage de Cléopâtre, que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple au niveau du cinéma, on se pose des questions, parce qu'on ne repose pas effectivement que Cléopâtre, c'est quand même fait partie de, c'était la fin de l'Égypte, hein, c'était toute la lignée des Ptolémées, qui n'avait rien à voir avec la grande et magnifique Égypte que l'on étudie effectivement. Alors, il y a dans tout cela quand même quelque chose qui est assez manifeste, parce que Cheikh Anta Diop pose un fait, c'est-à-dire un fait linguistique et scientifique qu'on ne peut pas dénier. Hein? Et malgré ça, il y a encore un combat à mener, hein, qui est de savoir, aujourd'hui, moi je me pose la question, si au niveau donc, de la transposition dans les manuels scolaires, est-ce que cette posture qu'adoptent les Européens dans l'édification de leur récit gréco-romain, mais en essayant d'introduire aussi l'Égypte, hein, le troisième, on va dire, le joker, mais que sans réellement le nommer, mais il est réellement présent, est-ce qu'on n'est pas sur une volonté des Européens encore d'édifier des impostures historiques? C'est-à-dire qu'il y a énormément de lunes que l'on doit effectivement à un moment donné détruire. Et je crois, comme l'a dit Thibault, il faut à un moment donné s'interroger, est-ce qu'il faut quitter le débat avec des égyptologues qui sont de mauvaise foi et s'entourer comme... on peut quand même reconnaître qu'il y a des égyptologues européens qui ont reconnu le travail de Cheikh Anta Diop, et s'entourer de gens qui sont réellement décidés à remettre en question leurs présupposés racistes, etc., et d'avancer pour le bien de l'humanité quand même. Moi, ce que je voudrais dire, pour moi, les Européens, c'est pas un problème. Ça veut dire, bon, qu'ils reconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas, pour moi, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que pour moi, les Européens ne sont pas la référence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, ce que nous faisons, nous. Je prends par exemple à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop. C'est pas les Européens. Il y a une stèle consacrée au professeur Cheikh Anta Diop. Je suis en contact avec, comment il s'appelle, le docteur Habib Amoussa, qui a un projet, c'est de mettre des enseignes lumineuses pour indiquer le laboratoire de carbone 14, parce qu'il y a des étudiants qui sont à l'université Cheikh Anta Diop et qui savent même pas que ce laboratoire existe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de panneau, c'est pas visible. Et donc, lui, il a un projet, justement, c'est de collecter des fonds pour faire le travail. Donc, c'est à nous de se poser la question, que font nos États? Les Européens qui reconnaissent ou qui ne reconnaissent pas, c'est pas mon combat. C'est nous ce qu'on fait. C'est comme moi. Je ne vais pas attendre sur mon voisin pour donner à manger à mes enfants. C'est ma responsabilité. Donc, c'est à nous de se dire, mais que font nos États? Que fait le Sénégal, par exemple, pour promouvoir l'œuvre de Cheikh Anta Diop, pour qu'il y ait une chaire d'égyptologie, pour que ce soit enseigné partout au Sénégal? Ça ne dépend pas des Européens. Ça ne dépend pas de leur bonne foi de reconnaître. Est-ce que nous-mêmes, nous reconnaissons les nôtres? Est-ce que nous-mêmes, nous reconnaissons notre culture? Par exemple, je prends l'exemple du calendrier égyptien. Est-ce que nous sommes prêts à mettre en pratique, à dire, voilà notre nouvel an, à faire des fêtes pour le nouvel an, comme certains font, Rosh Hashanah, comme ils font pour le nouvel an chinois, comme ils font pour le nouvel an berbère? Ça ne dépend pas des Européens, ça dépend de notre volonté. Ça dépend aussi de notre volonté de donner des prénoms égyptiens à nos enfants. Ce n'est pas les Européens qui décident de baptiser nos enfants. Mais moi, mon combat, il est là. Qu'est-ce que nous faisons pour s'approprier de notre héritage? Nous pouvons pratiquer des cultes égyptiens, puisque nous avons les textes en question. Il suffit de les translittérer. Les noms des divinités existent. J'ai eu l'occasion de faire des conférences ou des émissions où on voit que les divinités qu'on retrouve en Égypte, on les retrouve dans le vaudou. Mais ça ne dépend pas des Européens. C'est nous. Qu'est-ce qu'on fait pour s'approprier de cet héritage? C'est ça le combat. Effectivement. Effectivement, c'est ça le combat. Mais comme je disais tout à l'heure, malheureusement, ce combat dans le cas du Sénégal, l'actuel président Macky Sall, qui a été élu de façon démocratique, entre guillemets, n'empêche que tout ce qu'il met à l'œuvre, malheureusement,
c'est par le courroie de la France qui le fait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont un peu, entre guillemets, un peu dissidents, qui veulent faire des choses sur place, ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal. Là, ils ont créé un musée, là, il y a 2 ans, au, au Sénégal. C'est le fils de Cheikh Anta Diop, je crois il collabore avec ce musée. Mais ils ont exposé que des œuvres qui ont été prêtées. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros problème, alors qu'on a le fils de Cheikh qui est là. Donc, à la limite, on pourrait dire, bon, avec le fils de Cheikh, on aurait pu quand même construire la chose différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, cette force politique européenne, donc française, qui a une chape de plomb sur les pays africains, même quand il y a des initiatives de ce type, comme des musées, mais ils sont à l'intérieur de cette construction, en tant que partenaire financier, en tant que partenaire, on va dire, technique, en tant aussi que des conservateurs. C'est du non-sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment de la révolution. Il faut de la révolution et mettre au service de nos chercheurs les moyens et les institutions pour qu'ils travaillent sérieusement. C'est vraiment très important. Tant qu'on n'aura pas ça en ligne de mire et qu'on ne se dit pas que c'est vraiment une guerre qu'il faut mener, on ne pourra pas y arriver. Pour le calendrier, par exemple, on a l'Éthiopie, hein, ils ont leur calendrier, ils ont leur année et tout ça, ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'on a un État qui sert de référence en ce qui concerne tout ce qui est ancien. Donc, ça peut nous servir. On a aussi des États qui sont très éloignés, qui ne sont pas grands, c'est des petits royaumes, mais qui vivent aussi. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir aller au-delà, pour attirer les Africains, pour qu'ils viennent. Parce que, comme toute chose, les gens viennent que par rapport à leur intérêt personnel. Quel intérêt on a, quel intérêt de vie on a d'aller dans ce sens, alors qu'on a tout ce qu'il nous faut en ce moment, la télé, le machin et tout. Vous nous ramenez à quoi? Donc il nous faut un État qui soit fort, qui arrive à faire en sorte que ses habitants soient fiers et qui arrive à travailler réellement sur leurs acquis. Et pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire que sérieusement, si on arrive par la force à prendre on va dire, nos libertés et nos indépendances, effectivement, on va essayer de renverser, c'est-à-dire que récupérer les matériaux qui existent déjà en Afrique, aller chercher ailleurs et donner à nos chercheurs la possibilité de nous traduire ça dans la vie de tous les jours. Vous voyez, il y a une émission là, je crois que ça doit être 2004 quelque chose, c'est un Européen qui a fait ça sur l'Égypte. Ah oui, c'est Frémi Kachniki qui a fait Pyramide 2019. Voilà, Pyramide 2019. Je trouve que c'est bien traduit. Même si, bon, j'aurais aimé que ça soit notre frère Pierre Nilon, en lui donnant les moyens qu'il fasse ça, les choses seront un peu plus justes. Mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutes nos personnalités qui ont quand même des ressources, s'ils mettent ces ressources-là à la disposition des chercheurs, on peut faire ce genre d'éléments et faire en sorte que ça nous serve tous les jours. Parce que toutes les techniques qu'on voit aujourd'hui, la plupart du temps, ça sort d'où? Ça sort des recherches sorties des papyrus. Ils passent des journées, des années à déchiffrer deux trucs. Mais nous, sur place, on a des gens qui sont là-bas qui vous déchiffrent ça en 2 secondes. Hein? Moi, j'ai toujours cet exemple-là des Comores, par exemple. Des Comores où il y avait des chercheurs du CNRS que j'ai croisés à Roissy. Et comme ça, au cours d'une discussion, je leur ai demandé, mais vous allez où? Il dit, mais on va aux Comores. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a aux Comores? Il dit, aux Comores, on va voir les femmes comoriennes parce que c'est elles qui détiennent encore la science de la médecine. La médecine, la botanique, tout ça, ce sont ces femmes-là. Donc il faut qu'on aille les voir pour qu'on échange avec eux pour voir quelles plantes on va encore sortir. Vous imaginez? Des gens qui sont payés à chercher vont voir nos femmes qui, elles traduisent leurs trucs de façon traditionnelle, mais c'est elles qui ont le vrai savoir. Ça veut dire qu'il faut qu'on inverse nos valeurs. Il faut qu'on fasse en sorte que ce qui est important ne doit pas être folklorique. Parce que c'est ça le problème. C'est que l'important a été folklorisé. Donc par conséquent, quand tu t'intéresses
à ce genre de choses. On a comme l'impression que tu perds du temps. Mais ce n'est pas du temps qu'on perd. C'est nous retrouver, nous donner de la force et avoir la possibilité de sauvegarder tout ça. C'est nous qui devons porter ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a le Louvre qui sont en train de faire bientôt une exposition sur Tarka, les pharaons, oui, voilà, les premiers pharaons et tout ça. Et quand vous écoutez ce qui est dit à la télé, mais c'est pas évident. Même les enfants arrivent, mais papa, ils disent quoi, les pharaons noirs et tout ça. Ah bon, mais à la télé TF1, c'est vrai qu'à un moment, il faut qu'on prenne le pas et que ce soit nous qui disons ce qui se passe. Parce que ta beau être noir, on te dit que c'est pas toi. Donc à un moment, il faut qu'on ait une force pour pouvoir dire la science devant toutes ces personnes-là pour que quand le Louvre va faire bientôt son exposition, ben, il faut qu'il y ait nos frères Pierre Nino qui soit là pour dire ce qu'il faut faire. Donc il faut qu'on s'organise pour être là où il faut. Et là, on a les moyens aujourd'hui de le faire. Est-ce que Pierre Nino voudrait le faire aussi? D'y aller. Si on me donne les moyens, je peux faire beaucoup de choses. Oui. Mais c'est... je sais pas si c'était toi qui disais qu'il fallait pas attendre des autres, normalement il faut faire. Peut-être que si... Oui, il faut faire, oui. Il faut pas attendre peut-être les moyens, et peut-être se concentrer, peut-être... les moyens peut-être peuvent venir de la communauté, hein, qui sait. Les moyens, parce que bon, organiser une visite guidée au musée du Louvre, ça se prépare. Ouais. Donc il faut... Non, mais par exemple, Pierre, j'ai une idée. J'ai une idée. Pendant longtemps, j'ai une idée, mais je pense que c'est bien qu'on se croise. C'est-à-dire qu'il y a une exposition qui va bientôt se faire. Moi, par exemple, dans le cadre d'Africains du Monde, je peux écrire au musée du Louvre pour leur dire, mais nous avons des chercheurs qui décrivent très bien l'hiéroglyphe et qui comprennent ce qui se passe. Et on aimerait qu'ils participent à cette exposition parce que il s'agit de notre héritage. Voilà. Pour la 25e dynastie qui voilà. Pour être exceptionnellement noir. Voilà. Donc il s'agit de notre héritage. Il va de droit que nous soyons là quand vous allez exposer. Ben, c'est une demande que je peux faire au musée. Ils peuvent refuser, ils peuvent machin, mais c'est une demande que je peux faire. Pierre? Non. Oui, moi je suis content. Hein, parce que il y a beaucoup de choses. Bah, tout à l'heure là, tu parlais des femmes comoriennes. Ben, justement, j'ai eu l'occasion par rapport au secret de beauté des femmes égyptiennes. Souvent, on voit que les femmes égyptiennes ont le teint un peu plus clair, un peu jaune. Ça existe au Comores. Les femmes comoriennes, elles ont la poudre qu'elles mettent sous le visage. J'oublie, on m'avait dit le nom, je crois que c'est Msinzo ou un nom comme ça, j'ai pas bien retenu. Mais ça existait depuis l'Égypte, les pharaons. Et donc, les gens qui vont aux Comores, ils savent très pourquoi ils vont aux Comores. Alors, moi, je voudrais... Hachensout doit être dernière question et après on va terminer avec le Alors, dessert. moi, je voudrais... oui, bon, c'est une dernière question, on va dire. Il n'y a pas que les africanistes hein, qui sont assez vent debout hein, contre les thèses diophiennes. Il y a aussi hein, des chercheurs voilà, du continent comme Mamadou Ndiane, Suleiman Faye et Tchèque Ndiane, hein, si je prononce bien, qui ont développé une approche qui met en exergue un fait, on va dire, synchronique, hein, puisque effectivement, ils expliquent que éventuellement les langues de l'Égypte ancienne seraient issues, et on pourrait faire une linguistique comparative avec les langues dravidiennes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un petit peu les mêmes thèses que tiennent certains Européens sur leur origine indo-européenne. Ouais. Tu sais, au niveau de la linguistique, c'est vrai, on parle de linguistique diachronique, et on a pu constater qu'il y avait des mots dravidiens, des mots communs. D'ailleurs, il y avait, je crois, le président Senghor avait envoyé des étudiants en Inde et qui avait montré qu'entre les langues tamoules et puis le sérère, le wolof, le poulard, on retrouvait des mots communs. Notamment, par exemple, pour lavage, nag. On retrouve ça dans les langues parlées dans le nord de l'Inde, on retrouve ça chez les sérères, les wolofs, etc. Mais il faut savoir à partir de quand ces mots sont entrés dans les langues dravidiennes.
moi, personnellement, je pense que c'est à l'époque de Cambyse que cet après-midi, j'ai eu l'occasion de discuter de ça. C'est quand Cambyse envahit l'Égypte, il va déporter des prêtres en Iran, qu'on va appeler la Perse. Et il ne faut pas oublier que l'empire perse s'étendait depuis l'Éthiopie jusqu'en Inde, comme c'est mentionné par exemple dans le livre d'Esther. D'accord? Donc il y a 27 provinces. Et donc les idées circulaient à cette époque. Et c'est à partir de cette époque qu'en Inde, on va voir apparaître par exemple le yoga. On sait que le yoga est originaire de l'Égypte. Il y a le yoga des pharaons. On va voir apparaître, par exemple, la position du lotus, le scribe accroupi, là, qu'on retrouve depuis 2500. Excuse-moi, Pierre, est-ce que tu fais le lien avec les gymnosophistes? Non, pas du tout. Non, là, je suis en train de faire de l'histoire. À partir de quand ces coutumes seraient passées dans les langues dravidiennes? C'est à partir de l'époque perse. Parce que là, effectivement, il y a une déportation de population. Et d'ailleurs, dans le film 2019, là, de Frémi Kachniki, il en parle aussi à cette époque. D'accord? Et après, si on va plus loin, par exemple, à l'époque qu'on va appeler Nagada II, c'est-à-dire on est vers 3300 avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire bien avant l'unification de l'Égypte, il y a le couteau du Djebel El Arak, on voit le type sumérien, qu'on va appeler plutôt mésopotamien, parce que c'est vrai que les Akkadiens, la langue est attestée, parce qu'il faut faire une différence entre le moment qu'une langue est attestée, ça ne signifie pas que le peuple n'existait pas avant. Ça signifie simplement qu'à partir de ce moment, la langue est attestée. Par exemple, on parle du copte. Le copte est attesté au IIe siècle de l'ère chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler la langue. La langue est attestée. Pourquoi? C'est avec l'évangélisation. Les prêtres syriens ont traduit en langue copte et à l'aide de l'écriture d'origine grecque qui remonte à l'époque des Ptolémées. Donc on sait que la langue était parlée avant, mais c'est à ce moment-là qu'on l'a mis par écrit. Pareil, on peut trouver par exemple un évangile en Kikongo, ça peut être traduit par un missionnaire chrétien au 19e siècle. Ça ne veut pas dire que parce que la langue Kikongo est attestée la première fois au 19e siècle, que la langue n'existait pas avant. Il y a d'abord une tradition orale, après il y a une tradition écrite. D'accord? Et donc, on a trouvé des mots sémitiques dans l'égyptien ancien. Ça veut dire simplement qu'il y avait contact entre les peuples, parce que c'est faux d'imaginer que les peuples étaient statiques, ne bougeaient pas et qu'il a fallu attendre les Européens pour que tous ces peuples se mettent en mouvement. Bien avant l'arrivée des Européens, les Noirs bougeaient de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la transhumance. Par exemple, les pasteurs Peul quittaient depuis l'Éthiopie pour aller jusqu'au Sénégal, faisaient la transhumance comme ça. D'accord? Donc les peuples bougeaient et les mots aussi. On va prendre même dans l'histoire des Arabes, ils vont vous dire que Mohamed était chamelier, il allait jusqu'à Damas et il revenait. Donc on voit les distances. On voit les distances que Alexandre le Grand parcourait à l'époque. Donc les idées circulaient. Et donc maintenant le problème c'est de vraiment faire de la linguistique diachronique et voir à partir de quel moment les mots sont entrés dans l'égyptien. Voilà. Ok, Oui, non, très bien. mais tout à l'heure, excuse-moi Pierre, parce que je t'ai parlé tu parlais du yoga donc, du pharaon, et je t'ai un petit peu questionné sur la présence de ce qu'on appelait donc les gymnosophistes, dans les sociétés grecques et romanes, et on les retrouve après en Inde, effectivement, avec la naissance donc du yoga. Donc il y a bien des recherches qu'on pourrait entreprendre pour voir, voilà, effectivement, de manière, voilà, antérieure, hein, au niveau de l'antériorité de cette pratique-là, de la situer donc sur le territoire égyptien. Je sais que ça va certainement en décevoir plus d'un, mais on peut faire une recherche à partir de ça. Oui, tout à fait. Mais c'est ça revient à ce que je disais. C'est-à-dire, on peut faire une recherche, que ce soit au niveau de la Grèce, parce qu'il faut remonter un peu plus en avant. Il ne faut pas oublier que, justement, on parle de la 25e dynastie. Il faut expliquer l'origine de la 25e dynastie. J'ai vu le reportage où le conservateur du musée du Louvre
disait que l'Égypte était affaiblie et donc les Noirs du Sud, ils ont tenté leur chance et ça a marché. Donc en gros, il essaie de faire croire que c'est une Égypte qui, dans sa tête, est blanche, se retrouve affaiblie et les Noirs profitent de cet état de faiblesse pour se lancer à l'aventure et faire la conquête de l'Égypte pendant un siècle. Mais c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, il faut remonter plus loin. Il faut remonter aux peuples de la mer qui sont à l'origine des Berbères. Ces gens-là, ils vont arriver à un moment où Ramsès ayant beaucoup d'enfants, l'Égypte, ils vont se battre déjà pour la succession au trône. On parle que Ramsès III aurait été même égorgé. Donc, ce qu'on parle de, comment on appelle ça là, complot dans le harem, d'accord? Et au bout de 2-3 siècles de présence, il va y avoir une dynastie berbère qui va prendre le contrôle de l'Égypte. C'est ce qu'on va appeler avec Césac, on est en vers 950. Donc il faut vraiment faire de l'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, ils vont avoir un mauvais comportement. Et donc, vers 750, il y a Taraka qui va quitter le sud pour venir en aide aux Égyptiens. D'accord? Et là, les Égyptiens vont se débarrasser de cette dynastie berbère. Et par la suite, comme les Éthiopiens, ils ne sont pas venus pour conquérir l'Égypte. Si c'était une Égypte affaiblie qu'ils voulaient prendre, ils seraient restés. Le pharaon, il a un rêve. Il retourne chez lui. Parce que l'Éthiopie n'a rien à envier à l'Égypte. Donc, il retourne et il laisse l'Égypte entre les mains des Égyptiens. Et à ce moment-là... Thibaut, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? On entend à côté de toi, Thibaut. À ce moment-là, il va y avoir la guerre des petits chefs, comme ce qu'on observe de nos jours en Afrique. Et il y a un pharaon qui est de la ville de Saïs, qui s'appelle Psamétique, qui avait l'habitude de commercer avec les Phéniciens et les Grecs. C'était déjà leurs clients. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander l'aide des Phéniciens et des Grecs, des mercenaires, pour prendre le pouvoir. Et c'est à partir de ce moment-là, ces gens-là vont l'aider à prendre le pouvoir en Égypte. Et en échange, il ouvre les portes des temples égyptiens. C'est ça qui va se passer. Et c'est à ce moment-là que le savoir égyptien va commencer à passer entre les mains des Grecs, et Cambyse va arriver, et les autres vont arriver. Et Cambyse va déporter des prêtres en Égypte. À ce moment-là, le savoir s'est éparpillé entre les Phéniciens, c'est-à-dire les ancêtres des Juifs, et les Grecs, ce qu'on va appeler le miracle grec. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on va commencer à rédiger quelques éléments de la Torah. D'accord? Et à l'époque perse, Cambyse va déporter des prêtres en Iran, qui est la Perse, et qui est limitrophe de l'Inde. Et c'est à ce moment-là que la culture égyptienne va aussi passer en Asie. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'histoire. Et après, à partir de là, on va essayer de voir quel élément que les Indiens, les Dravidiens ont pu recueillir de la civilisation égyptienne. On va trouver le yoga, on va trouver le Kama Sutra, qui est le papyrus érotique de Turin. On va retrouver, par exemple, le nom de la vache Nag. La vache devient sacrée aussi chez eux, donc le totémisme animal qui est attesté en Égypte. On va retrouver ça aussi en Inde. Donc on peut dresser la liste de différents emprunts à ce moment-là, à partir de l'époque perse. Alors, moi, je voudrais te poser encore une dernière question qui est assez simple au niveau de la méthode. Pour toi, la méthode plutôt synchronique ou diachronique, hein, dans cette recherche hein, qui est pas simple, hein, il faut bien le reconnaître. Pour quelqu'un qui serait intéressé justement pour pouvoir s'approprier, s'acculturer de cet héritage-là, hein, de ce savoir-là, qu'est-ce que tu aurais, toi, à lui dire donc, au niveau de la méthode? C'est pas uniquement de lire des livres, mais de pouvoir s'atteler donc à cette tâche qui est assez importante. À partir de quel type de méthode? C'est un peu compliqué, disons. Il faut déjà faire l'état des lieux. C'est-à-dire, la première chose, faire l'état des lieux, c'est-à-dire avoir les résultats des fouilles archéologiques, connaître les vestiges qui se trouvent dans les musées, les recenser, savoir
tel vestige a été trouvé en telle année par telle personne, et aussi apprendre les langues. Parce que quand vous avez des choses, par exemple, en cunéiforme, si vous vous appelez pas Jean Bottero, ça va être difficile de traduire. Donc vous êtes obligé de faire confiance aux éditions du Cerf, à leur publication. Donc c'est déjà un premier pas, c'est mieux que rien. Mais le mieux, c'est d'avoir nos propres spécialistes dans la communauté du cunéiforme. D'accord. Si vous ne lisez pas les hiéroglyphes, vous êtes obligé de faire confiance à certaines traductions. Si vous ne lisez pas l'hébreu, par exemple, ce qu'on va appeler le cananéen, donc quand on va trouver des stèles, si vous n'êtes pas familiarisé avec l'écriture cananéenne, ben, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est déjà translittéré, par exemple, des stèles comme la stèle de Mécha, qui date de 850, qui se trouve au Louvre et qui contient des documents, des renseignements intéressants pour nous. Donc, si vous n'êtes pas capable de translittérer et avoir des connaissances dans les langues sémitiques, c'est-à-dire l'hébreu, l'arabe, ça devient un peu compliqué. Voyez? Donc, il faut déjà, comme dirait chez Cantadiop, il faut se former, s'armer de science jusqu'au bout des doigts, au bout des dents. Donc, il y a tout ce travail à faire en préambule, se former, de façon à lire directement les textes, ne pas se contenter des traductions. Vous voyez? Donc, voilà. C'est le conseil que je donne. Formez-vous déjà. Apprenez. Parce qu'on ne peut pas venir dire que, voilà, nous sommes descendants des Égyptiens et nous ne sommes pas capables de lire les hiéroglyphes. La première chose. D'ailleurs, les Européens, quand ils veulent étudier une civilisation, la linguistique, c'est la boîte morte d'une civilisation. Ils apprennent la langue. Si vous voulez étudier le Coran, ben c'est bien si vous avez le Coran en français, mais c'est mieux si vous apprenez l'arabe. Pareil pour la Torah. Vous voyez? Donc, il faut se former. Ok. Si quelqu'un veut aller au Sénégal, si vous voulez comprendre ce que chante Youssou N'Dour, ben, le mieux, c'est d'apprendre le Wolof. Sinon, vous pouvez trouver quelqu'un qui maîtrise le Wolof, qui va vous faire la traduction. Mais là, ce n'est pas la connaissance directe. Vous êtes obligé de passer par quelqu'un. Très bien. En tout cas, merci à toi. On va terminer avec la dernière partie du podcast qui est le dessert. Et le dessert, c'est les ouvrages que vous voulez partager à nos abonnés. Je commence par toi, Pierre, et ensuite on finira avec Hachensout et Thibaut au bout pour terminer le podcast. Si j'ai des ouvrages à proposer, déjà, je ne proposerai pas mes ouvrages. Bah pourquoi pas, tu peux les proposer, hein, vas-y. Hein. N'hésite pas, Non, fais-le. Hein. Non, je propose déjà parenté génétique de chez Cantadio. Parenté génétique de chez Cantadio. Oui, et origine commune de Théophile Obenga. Ok. Donc pour moi, le travail commence par la linguistique. Et donc je propose qu'il y a ce fait de mieux dans la communauté. Très bien. Voilà. Et parle-nous aussi de tes ouvrages aussi. Il y a aussi le livre de Jean-Claude Mboli sur l'origine des langues africaines qui est pas mal aussi. Ok. Et au niveau de tes ouvrages, alors fais-nous un peu partager. Au niveau de mes ouvrages, il y a Moïse l'Africain qui était sorti en 2001 aux éditions Bénébu. Ensuite, j'ai sorti la véritable Bible de Moïse en compte d'auteur en 2003 et ensuite aux éditions Aniboué en 2009. Et Prières et enseignements pharaoniques de Nafa Kourouré en 2016. C'est-à-dire où j'ai pris les 13 colonnes du grand hymne d'Aton. Je ne me suis pas contenté des traductions européennes. J'ai translittéré ces 13 colonnes et j'ai recherché les différents mots dans les langues africaines. Ça veut dire qu'une fois que vous avez ce qu'on appelle le squelette consonantique, donc pour composer le mot, il suffit de trouver les bonnes voyelles. Et vous retrouvez ces mots-là dans les langues africaines. Parce qu'une langue n'est jamais isolée. Une langue, c'est comme un individu, c'est comme vous, moi. Nous ne sommes pas là à Paris comme ça. On a un père, on a une mère, on a des frères, des sœurs, des cousines, en gros, on a une famille. Donc une langue s'inscrit dans une famille. Et l'égyptien s'inscrit dans la famille négro-africaine. Très bien. Juste une question avant que je passe la parole aux autres intervenants. Toi, ta connaissance pour arriver à comprendre les hiéroglyphes, tu t'es formé comment? C'est grâce à Cheikh Anta Diop principalement? Comment t'as fait? Non, grâce au professeur Feu Doukaya. Okay. C'est lui qui m'a formé et il en a formé plus d'un. D'accord? Feu Doukaya, c'est ça? Oui, Doukaya, qui est un égyptologue camerounais qui est malheureusement décédé. Qui a peut-être fait des ouvrages aussi, peut-être, non? Il participait au magazine Nomade. Ok. D'accord? Donc voilà, je crois qu'il y a eu 2-3 numéros de disponibles.
Et sinon, il donnait des cours un peu partout en Angleterre et au Cameroun. Et j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec Alain Ancelin, avec d'autres personnes. J'ai rencontré, j'ai discuté, échangé avec le professeur Adam Adramé par rapport au Soninké. Donc voilà. Très bien. Les intervenants, qui veut commencer pour les ouvrages? Alors, vas-y Thibaut, juste rallume ton micro. Alors, Thibaut, il faut que tu mettes ton micro, il faut que tu mettes ton micro. Ouais, vas-y. Ouais, je disais qu'il y a aussi un fait politique pour comprendre un peu pourquoi en Inde ou au Pakistan ou au Sri Lanka, on retrouve à peu près toutes les pratiques qu'on a en Éthiopie et en Égypte. C'est que pendant longtemps aussi, toute cette partie-là a été sous l'emprise éthiopienne pendant longtemps. L'Éthiopie, c'est pas l'Éthiopie qu'on voit aujourd'hui. Elle a été très loin jusqu'aux frontières de la Chine. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, même, même les Russes utilisent l'écriture éthiopienne, comme les Indiens et tout ça. Donc il y a aussi un fait politique qui est là, qui permet d'expliquer tout ça, cette histoire de vache et tout ça. Et puis bon, on le comprend plus facilement quand on sait que pendant longtemps, comme on le disait la fois dernière en termes d'éducation, on prenait souvent certains suzerains, on les éduquait bien à la moule de la personne qui avait déjà pris le pouvoir, soit l'Éthiopie ou l'Égypte, et après ils repartent dans leur pays et ils refont à peu près la même chose. Donc c'était ce fait-là que je voulais juste relater. Et moi je présente mes ouvrages, en fait. Donc celui-ci, que j'en parle très souvent, c'est Mets-le un peu l'universalité plus sur. africaine. Attends. Voilà, Là c'est bon. voilà, C'est là, c'est bon. bon. Ouais, Mets-le bien. l'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Et donc ici, par exemple, il y a une partie où il y a pratiquement toutes les écritures actuelles. Et toutes les écritures actuelles ont tous pratiquement une même origine, y compris le chinois, l'origine africaine. Donc il va falloir, comme le dit Pierre, déchiffrer en direct, vous donner des explications, de savoir que quand on va en Côte d'Ivoire, chez les Ouai en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a cette écriture chinoise qui est encore vivace. Donc tout ça, il faudrait qu'on en parle dans nos enseignements et même dans nos familles pour que les gens facilement arrivent à comprendre pourquoi l'intérêt vraiment de prendre dans nos sources pour pouvoir se solidifier et se rendre fort. Parce qu'il n'y a pas de lutte sans ses racines et sans on va dire, sans ses ressources propres. Tu sais, j'ai une question Donc pour on toi, a, Thibaut, juste avant que tu oui, présentes l'autre. Un peu comme pour Pierre, comment toi aussi tu t'es formé en fait, pour avoir toute cette connaissance, pour créer ton livre, etc. D'où vient ta formation, ta base? bon, moi, ma formation, en fait, non, Alors, ça a par, bugué. Juste reprends parce que oui, ça a bugué un peu, ouais. oui, elle s'est faite un peu malheureusement par les universités classiques ici, ici en Europe, et puis après par les lectures, et surtout aussi par les lectures des Américains, comme Clyde Winters et tout ça. Les Américains ont beaucoup écrit, et on n'a pas beaucoup accès à eux, mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Il y a Cheikh Anta Diop aussi. Et puis il y a l'haïtien, notre grand haïtien, Anténon Firmin, qui a fait un grand boulot, mais malheureusement, c'est pas, on n'en parle pas assez. Donc il y a tout ça, et puis après, il y a eu des échanges avec nos différents frères. On a eu ces échanges-là, et puis après aussi des échanges sur le terrain en Afrique, avec les gens qui sont dans les villages et tout ça, et à travers tout ça, après, on a essayé de faire un travail personnel Ok, pour sortir ces ouvrages. ok. Voilà. Donc celui-ci, c'est le pouvoir divin de la femme noire africaine, mais les deux femmes que j'ai mises sur l'ouvrage, elles sont africaines, elles sont noires, mais en fait c'est les femmes d'Asie. Donc ici, on a une femme de l'Inde, et ici, on a une femme de Thaïlande. Mais en fait, ce sont les Africains qui étaient là, qui vivaient, et donc ce que j'ai essayé de montrer ici dans le livre, c'est qu'en fait, en réalité, c'est que le Bouddha n'a jamais été un homme. Contrairement à tout ce qu'on raconte, le Bouddha a toujours été une femme. Et ce sont ces femmes-là qui ont créé tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette histoire n'est pas encore réellement mise en avant. Et donc, quand on prend tous les statues de Bouddha entières, vous allez par exemple à Paris,
On a un musée qui s'appelle le musée Guimet. Vous avez des Bouddhas entiers. C'est-à-dire, vous avez ces tresses, vous avez les sons, vous avez tout ça, vous avez les pailles. Vous vous rendez bien compte que encore aujourd'hui, nous sommes un peu foués. Donc, il faut vraiment faire un travail sérieux, un travail de recherche sérieux, un peu partout, dans tous les compartiments, pour pouvoir mettre, on va dire, à la disposition de tout le monde, mais d'abord au nôtre, ce qu'on a fait dans ce monde. Très bien. Merci à toi. Pour finir, le mot de la fin, Hatshepsut. Alors, voilà. Je vous propose cet ouvrage, un cours d'initiation à la langue égyptienne pharaonique de Yope-Reka Sommet. Okay. Vous pouvez le retrouver donc aux éditions Kepra. Donc, je vous donne l'adresse, boîte postale 11 91 192, excusez-moi, Gif-sur-Yvette, CEDEX. Voilà, un très bon ouvrage. Donc, je vous le conseille. C'est très bien. En plus, Pierre Nilon nous disait qu'il fallait apprendre la langue. Donc, c'est vraiment l'ouvrage qui... Je connais cet ouvrage. Okay. Voilà. Donc, je vous conseille celui-là. Je vous conseille aussi ça, parce que tout le monde le voit. Ouais, donc, petit un lexique dictionnaire pour pouvoir avancer tout doucement. Mais alors, le titre, c'est Petit lexique de l'égyptien hiéroglyphique, 4 usages des débutants. Voilà. Et puis, un troisième ouvrage, donc de... Manuel d'études des humanités classiques africaines de Jean-Philippe Omotunde. Omotunde, voilà, toujours. Hein. Donc, vous avez donc, ce très bel ouvrage qui est très simple. Hein. Vous pouvez déjà, effectivement, si vous n'y êtes pas habitué au langage donc, de Jean-Philippe Kalala Omotunde, Okay. Vous allez être conquis. C'est pas très compliqué et c'est très abordable et je vous conseille. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis, pour ceux qui veulent un petit peu aller de l'avant, je vous conseille celui-là. La philosophie africaine de la période... De la période pharaonique, donc de Théophile Obenga. Théophile Obenga. Très bien. Voilà. Ouais. Voilà. Thibaut, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste 2 secondes. C'est le livre dont Pierre Nilon a parlé tout à l'heure, là, de Jean-Claude Mboli, Les origines des langues africaines. Un livre qui est vraiment bien travaillé, bien structuré, et vraiment il a fait un effort de détail sur les langues en fait. Ouais. Est-ce que, parce que peut-être nos abonnés se posent la question, parce que c'est vrai que l'Égypte, apprendre l'égyptien, c'est assez technique. Est-ce que ces livres sont assez abordables? Est-ce qu'ils sont assez simples à lire, ou il faut quand même un certain niveau pour rentrer dans les livres que vous avez présentés? Bon, dans celui-là, c'est vrai que c'est assez fouillé. Okay. C'est assez fouillé, donc il faut faire un petit effort. Mais sinon, on a notre invité, il est mieux placé. Hein, il fait des podcasts très simples, hein, d'Égyptiens anciens, qu'il apprend aux gens. Donc il est mieux placé. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça. Il faudrait que, comme disait un peu notre invité précédemment, Kamkama, qui lui, son œuvre, c'était de rendre accessible toutes ces connaissances, mais déjà aux enfants, pour que ça soit très simple à